Eh bien, bonjour ou rebonjour à vous, ceux qui avaient peut-être participé au premier temps de lancement de midi. Nous sommes un petit peu moins nombreux pour l'instant. J'espère que les participants pourront se connecter et nous rejoindre. Je suis donc avec Mehdi et Nadège, que vous allez apprendre à connaître sur ce collectif, Bonjour. pour vous parler de la feuille de route de la transformation numérique, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et, les grands enjeux pour les mois et les années à venir. On peut avancer un peu dans la présentation. Voilà, donc quatre thèmes, rapidement sur la trajectoire globale du numérique en santé. Un point focus sur les différents outils qui vont accompagner cette transformation numérique. Puis en toute fin, une petite passe sur les différentes possibilités, les modalités de financement, le plan SMS numérique, le SON. On fera un petit point d'attention là-dessus. Et puis en conclusion, on vous présentera la suite de nos activités. Juste avant de donner la parole, juste vous préciser que vous avez un onglet chat, un onglet questions, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous voulez interagir. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Très bien. Je pense que cette maison, vous la connaissez tous. C'est le programme des chargés de mission du ministère de la Santé. Donc, je pense que vous avez entendu parler de Dominique Pont, ainsi que ses collaborateurs au niveau de l'ANS, mais aussi de la DNS. Ce qui est important de noter, c'est que cette maison représente un peu le schéma directeur des systèmes d'information. Vous avez des référentiels socles, donc on vous laissera les découvrir, où on parle de RPPS+, on parle de l'INS, de l'Identité nationale de santé, mais on parle aussi de services socles au-dessus avec le DMP, l'agenda et la e-prescription qui arrive à grands pas. Ce qui est important à noter aussi, c'est que au départ, c'était une trajectoire qui était menée sur le sanitaire, c'est rajouter le médico-social et le social. Donc on parle de SAD, on parle d'EHPAD, on parle de toute la partie handicap et ainsi de suite. D'où l'importance de se focaliser très rapidement sur au-dessus du service socle qui représente un peu la plateforme numérique, avec un objectif qui serait de mettre à disposition à partir de janvier 2022 l'espace numérique de santé, donc mon espace de santé, où vous aurez bien sûr la possibilité de dialoguer avec vos médecins, avec les messageries sécurisés, aussi de consulter votre DMP, mais aussi de l'alimenter, de voir un peu sur votre agenda. Donc, je pense que c'est une opportunité pour tous pouvoir se mettre en ordre de marche. Aujourd'hui, on parle de projet, mais je pense que de plus en plus, ce schéma sera appliqué tant sur le sanitaire que le médico-social, avec bien sûr des objectifs pour chacun. Sur la slide suivante, on parle beaucoup du Ségur. Je pense que tout le monde en a entendu parler aussi, le Ségur du numérique. Le contexte, c'est vraiment mettre le patient, le citoyen, ainsi que le bénéficiaire au centre et être acteur de sa santé, améliorer le cadre de travail, bien sûr, des professionnels, avec une ambition de fluidifier au maximum le parcours du patient, de l'usager, avec des moyens qui ont été mis à disposition, qui représentent quand même 1,4 milliard pour le partage de données de santé clés et 600 millions dédiés au secteur médico-social. Objectif commun à tous, c'est vraiment accélérer la feuille de route pour la transformation du numérique, avec bien sûr des échanges sur le DMP, de la messagerie sécurisée, de l'utilisation des outils comme le RPPS+, un peu au niveau de l'INS, et tous ces termes peut-être techniques, mais qui sont plus ou moins obligatoires à ce jour. Les outils de la transformation, tout à l'heure je vous parlais d'INS, donc vous l'avez au cœur bien sûr du système et des piliers du Ségur de l'IT, du numérique, pardon. On a parlé du DMP, on a parlé de la messagerie sécurisée. C'est des schémas qui est assez simple à comprendre. Vous avez le DMP et le patient qui est au cœur de tout cet écosystème, avec autour de lui, bien sûr, les médecins, les pharmacies, l'hôpital, les documents d'échange, les CR d'hospitalisation, les comptes rendus de biologie, les comptes rendus de médicaux, mais aussi la lettre de liaison, on parle de DLU. Donc, toute cette partie intègre
et on voit que le patient reste au centre du sujet. On parle aussi beaucoup d'authentification forte, donc on parle de RPPS. Je pense que là-dessus, il y aura un accompagnement et des mini-formations avec le grade pour vous en parler, avec l'ARS. On parle de Pro Santé Connect. Donc, tous ces sujets-là sont menés par le grade. Le dossier usager informatisé, tout simplement, au sein de chaque établissement, on devrait, ou au sein de chaque agence, on devrait avoir plus ou moins un DUI, ce qu'on appelle le dossier usager informatisé, avec toutes les briques nécessaires, que ce soit la gestion de stock, que ce soit la prescription, que ce soit le soin de l'usager, ses habitudes de vie, son projet de vie. Et donc, cette partie-là se retrouve vraiment au cœur du système, avec sur le côté gauche toute une partie de gestion des ressources humaines, sur la partie droite des plateaux techniques, le pilotage, ainsi de suite. Ce qui est important à noter, c'est que le dossier usager reste quand même une priorité pour bien soigner, pour bien informer, pour bien communiquer et avoir l'outil au bon moment. Voilà, donc en fait, voilà, on vous a présenté les principes de la trajectoire, en fait, c'est vraiment de pouvoir développer des services que sont les services socles du Ségur du numérique. Les services étant la messagerie sécurisée de santé, le DMP et les solutions e-parcours qui sont des outils de coordination régionale. En fait, pour développer ces services qui s'articulent tous avec potentiellement avec le dossier informatisé de l'usager, on a besoin de mettre en place, c'est pour ça que ça apparaît dans les feuilles de route, en général. On a besoin de mettre en place quelques prérequis, donc des référentiels qui vont permettre, de bien identifier, les éléments de partage, et d'information. Donc, le premier étant l'identification de l'usager, et donc c'est l'INS qui a ce rôle-là, donc l'identité nationale de santé. Et mettre en place, implémenter l'INS dans nos solutions, dans nos structures, c'est un projet en tant que tel, en fait, qui souvent est un peu transparent, mais ça fait partie des prérequis pour ensuite pouvoir accéder aux autres services, que seront la messagerie sécurisée de santé, enfin pour partager des données sur l'INS, pardon, sur un patient identifié. Voilà et communiquer, partager, mettre des éléments dans le DMP, et que ce soit bien identifié pour le patient, il faut que l'INS soit, référencé. Donc, on a un cycle de webinaires qui va démarrer sur ce sujet, mais c'est quelque chose, voilà, c'est un projet en tant que tel qu'il faut bien, intégrer dans les, dans nos systèmes d'information. Voilà, une fois qu'on a enfin, le patient ou usager étant identifié, l'outil de partage, qui est quand même, le plus, représentatif, ça reste le dossier médical partagé dans lequel on va pouvoir déposer, des documents. Donc vous avez, ici une liste de documents qui sont attendus à produire par le dossier informatisé de l'usager. Donc ce sont des documents qui sont, hem, structurés ou simplement au format, on va dire, au format non structuré. Voilà, l'objectif, c'est que ces différents documents produits à partir de DIU, à partir du moment où, l'identité du patient est bien identifiée, est bien faite, l'identification du patient est bien faite, ces documents peuvent être versés dans le DMP et accessibles aux autres, parties prenantes de l'accompagnement des personnes. Voilà, donc vous voyez une liste de documents, le volet de synthèse médicale, le projet personnel d'accompagnement, les grilles d'évaluation, tous ces éléments-là qui sont à partager via le DMP, potentiellement, heu, avec l'ensemble des contributeurs. L'autre support d'échange, c'est la messagerie sécurisée de santé. Donc la messagerie sécurisée de santé, ça permet
d'échanger des données relatives à un usager ou un patient, toutes données relatives à la prise en charge et l'accompagnement d'un patient, pas uniquement des données qu'on dit, enfin dites médicales, hein, ce sont des données de santé au sens large. Donc toutes données relatives à l'accompagnement d'un patient, quand elles sont échangées entre professionnels, l'échange est supposé se faire de manière sécurisée via la messagerie sécurisée de santé. Donc, j'ai perdu Ouais. la présentation. Merci. Donc, voilà, la messagerie sécurisée de santé, c'est de la même façon, et pour utiliser ce service, il faut être un professionnel de santé. Donc, ça s'appuie sur un annuaire qui permet de référencer l'ensemble des acteurs. C'est une communauté fermée d'utilisateurs, donc c'est vraiment c'est le professionnel de santé uniquement qui a accès à cet espace d'échange. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'à terme, ce soit le DU, depuis le DU directement, on puisse envoyer un document via la messagerie sécurisée de santé à, pareil, des partenaires, des prestataires, une pharmacie, un médecin libéral ou un centre hospitalier, un centre d'urgence ou autre. L'accès à ces différents services sous-tend d'être identifié en tant que professionnel de santé. C'est extrêmement important et c'est le deuxième élément, le deuxième référentiel dont on parlera dans cette présentation avec l'INS, c'est le répertoire des professionnels de santé, le RPPS, qui devient RPPS+, puisque le RPPS est étendu à l'ensemble des professionnels du médico-social. Donc, ici, on a essayé cette diapositive vous présente en fait les différents professionnels de santé. Donc, il y a les professions médicales, enfin les professions dites à ordre, qui sont entre guillemets automatiquement enregistrées dans le RPPS aujourd'hui. Toutes les fonctions, on va dire paramédicales, c'est les ARS qui vont avoir comme mission d'enregistrer dans le RPPS l'ensemble des praticiens. Donc en fait, tous la partie, et ça, c'est un enregistrement qui est obligatoire. Et qui voilà, l'ARS a jusqu'à certains délais pour mettre en œuvre et procéder aux enregistrements. Et quand on parle du RPPS+, c'est la partie grise qui nous concerne en fait. C'est vraiment les professions qui ne sont pas dites entre guillemets médicales, mais qui sont plus des fonctions soignantes, ou qui sont des fonctions qui sont euh, toute personne qui en fait contribue à la prise en charge des usagers sont concernées donc par cet enregistrement. Et là, pour le coup, c'est l'autorité d'enregistrement, ça va pas être ni l'ARS ni les ordres, hein, ça va se déployer de manière en région en général, ou par les autorités d'enregistrement pour être déléguées soit en région, soit au niveau des organismes gestionnaires. Et là, l'inscription au RPPS+ dépendra effectivement du statut de la personne, c'est-à-dire que la personne, si elle est aide-soignante dans le médico-social, elle pourrait être enregistrée au RPPS+, et c'est lié vraiment à son statut et sa fonction dans le médico-social. Alors que les fonctions à ordre, on est de fait dans le RPPS. Voilà, simplement, ce qu'on voulait vous faire comprendre, c'est que le RPPS+ concerne l'ensemble des professions du médico-social, et ça va être pour que vos professionnels puissent accéder à l'ensemble des services dont on a parlé, DMP, MSS, potentiellement ensuite l'e-parcours. Voilà, ça, il faudra que l'enregistrement au RPPS+ soit actif. Philippe, je te passe la main sur cette. Merci. Donc effectivement, pour accompagner toute cette transformation, la montée en puissance des éditeurs de logiciels, la montée en usage des établissements, eh bien, il y a plusieurs axes de financement. Il y en a un que vous connaissez peut-être déjà, c'est le plan ESMS numérique, qui était en 2021 sur sa phase d'amorçage. Il y a eu 2 temps en 2021. Et à partir de début 2022, il va y avoir une complémentarité entre 2 dispositifs qui sont SONS, S-O-N-S, pour la partie plutôt applicative, plutôt destinée aux éditeurs, mais dont on pourra bien sûr bénéficier en tant qu'établissement, et puis plutôt le volet transformation, accompagnement de l'usage, qui sera toujours sur le programme ESMS numérique. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. Il y a une articulation, en tout cas, qui est
en cours de mise au point sur ces 2 dispositifs. Ce dont on est certain, c'est que tout début 2022, on aura une nouvelle instruction qui donnera les précisions qui vont bien sur savoir qu'est-ce que j'achète auprès de qui. Et en tout cas, attendez-vous à avoir des aides, des incitations, soit qui seront encore une fois directement payées à l'éditeur, soit qui vous seront versées à vous en tant que porteur de projet pour mettre en place un dossier informatisé de l'usager interopérable et qui sache communiquer via les quelques services qu'on vient d'évoquer là. Ouais, je pense que pour l'instant, pour le niveau financement, c'est tout ce qu'on peut dire. On peut continuer. J'avais juste une question qui était un petit peu en lien avec ça, avant d'aller sur le petit rappel du planning. Une question dans le chat, là, quelle aide concrète d'accompagnement de la part du GRAD ou de l'ARS à destination des établissements pour le déploiement des services socles tels que le DMP, MSS, e-prescription et e-parcours? Eh bien, ils sont variables. Typiquement, le DMP, a priori, c'est l'assurance maladie qui est en charge de ce dossier-là. Donc, nous, on est relais d'information, mais on ne va pas avoir une action pour l'instant. Comme c'est dessiné aujourd'hui, on n'aurait pas à avoir une action particulière sur ce sujet-là. Par contre, sur la MSS, sur la partie MSS et e-parcours, et même sur la réponse aux appels à projets, là, vous pouvez revenir vers moi. Je vous mettrai en relation avec les différents chefs de projet, soit MSS, soit e-parcours, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et oui, là, on peut parfaitement vous accompagner aujourd'hui, en dehors de tout autre dispositif, d'ailleurs, sans passer par le plan SMS ou quoi que ce soit. Vous souhaitez une messagerie de santé, eh bien, pas de problème, on peut vous outiller, on peut le faire. E-parcours aussi, il y a certaines briques qui sont d'ores et déjà disponibles, donc n'hésitez pas, on est en capacité de le faire. Encore une fois, sur le démarrage dès 2022, sur la nouvelle mouture du plan SMS ou SOTS, là aussi, on aura des actions pour vous accompagner en lien avec le collectif pour répondre aux appels à projets. Pour conclure, parce qu'on va tâcher d'être rigoureux sur ce mini-format, donc on voulait vous rappeler cette dynamique qu'on va mettre en place. Les prochains webinaires débutent dès la semaine prochaine autour de identitovigilance, avec les quelques points que vous allez là, comprendre l'INS, mettre en œuvre, etc. Donc sur les semaines, ça c'est tous les mardis midi à partir de la semaine prochaine. Et puis, à partir de la semaine prochaine également, on démarre un deuxième cycle qui est sur la cybersécurité. Donc, midi pour l'identitovigilance, 13h30 pour la cybersécurité. Des sujets qui sont complémentaires, vous pouvez en suivre un, vous pouvez suivre les deux. Ils seront à terme disponibles aussi en rediffusion, pas tout de suite parce qu'il faut qu'on règle encore un petit peu les histoires de plateformes et de sites internet pour pouvoir les rediffuser. Mais voilà, on va vous faire passer les liens, les informations pour vous inscrire. Dernier point sur cette belle roadmap, elle n'est pas définitive, rien n'est inscrit dans le marbre. C'est un principe qu'on a posé avec des idées qui sont là. Donc, tout ça pour dire que on peut, en fonction de vos retours, en fonction de vos besoins, en fonction de l'actualité, on se permettra d'aménager. On garde le principe de petits webinaires en cycle, mais on aménagera le planning tout au long de l'année en fonction de l'actualité et de vos besoins, encore une fois. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À part celles auxquelles je pense avoir répondu. Je n'ai pas vu de nouvelles questions pour ma part. Parfait. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Rejoignez-nous. C'est vraiment important. Encore une fois, suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. Inscrivez-vous sur le lien que vous avez là pour pouvoir être contacté directement par le collectif. La communication passera par le relais des fédérations également, mais on voudrait quand même pouvoir que le collectif ait sa propre communication également, ça me paraît important. Et puis, bon, j'ai mis mon mail, mais vous pouvez bien sûr aussi contacter Nadège, Mehdi, qui sont parfaitement au courant de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, tout complément, et on espère vous retrouver très rapidement et très nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
Au Au revoir. revoir.